quoi ça parle, votre livre? Mais il est pas comme les autres, il est particulier. Ne pense plus à ça. Ce livre n'est pas pour toi. Ce film au générique psychédélique a fasciné autant qu'il a intrigué. Une volonté de couper l'histoire originale en deux pour faire une proposition méta où la seule règle est de pouvoir rêver. Faisant l'apologie d'un monde qui manque d'imagination au point de laisser totalement détruire une œuvre qui permet d'aller plus loin et devenir le propre héros de ce qu'on lit. Frôlant presque les règles qui pourraient s'associer aujourd'hui à un jeu vidéo, on va parler d'un film qui existe encore dans la mémoire de bon nombre d'enfants qui ont grandi dans les années 90, l'Histoire sans fin. L'histoire sans fin. C'est une histoire sans fin. L'histoire sans fin. L'histoire sans fin. Dans cette vidéo, nous reviendrons évidemment sur les adaptations cinématographiques, les partis pris par rapport à l'œuvre originale, et enfin nous parlerons du troisième opus, histoire totalement inédite, qui a lancé à l'époque un des acteurs les plus populaires d'aujourd'hui. Est-ce qu'on lui dit ou est-ce qu'on lui montre? Mais pour commencer, je vous propose de nous intéresser à celui qui nous a raconté cette histoire sans fin, et je m'excuse d'avance pour la prononciation, il s'agit de Michael Ende. Michael Ende voit le jour le 12 novembre 1929 d'une mère bijoutière et d'un père peintre surréaliste nommé Edgar Ende. Et c'est en 1960 qu'il publie son premier roman pour enfants divisé en deux parties, Jim Bouton et Lucas, le chauffeur de locomotive, qui va d'ailleurs connaître un succès modeste avec une adaptation animée en 1996. En tout cas, c'est celle dont je me souviens. Michael Ende remporte un prix allemand et un prix européen de littérature en 1972 avec son œuvre Momo, qu'il avait écrit 6 ans plus tôt en 1966. Mais c'est véritablement en 1979 que Michael Ende va connaître le succès avec son chef-d'œuvre qu'il est encore aujourd'hui, l'Histoire sans fin. Considéré comme précurseur dans la littérature pour enfants, Ende décompose son livre en 27 chapitres, un pour chaque lettre de l'alphabet, ajoutant également un chapitre 0, livre d'occasion, écrit à l'envers sur la porte vitrée vue de l'intérieur du magasin. Mais du coup, cette fameuse histoire sans fin, qu'est-ce qu'elle raconte? Bastien Balthazar Bucks est un garçon de 10 ans ne répondant pas forcément aux critères physiques de société standard, devant faire le deuil de sa mère récemment disparue face à un père qui ne le laisse pas vivre son chagrin, pensant que son fils doit s'endurcir et assumer ses responsabilités de jeune garçon pour ne pas sombrer. Alors qu'il est poursuivi par des enfants qui le martyrisent, il se réfugie dans une librairie, tombant sur le gérant qui n'est pas particulièrement familier avec les enfants. Celui-ci étant en train de lire un livre particulier qui attire l'œil de Bastien, décidant de subtiliser l'ouvrage, intrigué par les dires du vieil homme. C'est alors qu'il arrive en retard à l'école et décide de s'enfermer dans la remise pour dévorer ce fameux livre intitulé, attention suspense, l'Histoire sans fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un côté méta où on a une histoire dans l'histoire. Je vous explique. Le livre raconte l'histoire de Fantasia et son royaume. Un monde qui se nourrit de l'imagination de son lecteur pour exister et prospérer. Mais malheureusement, la jeune impératrice est tombée malade et le royaume se meurt, sans en trouver aucune explication, engouffré par un terrible fléau que l'on appelle le néant. L'impératrice fait appel à un jeune guerrier nommé Atreyu, jeune homme à la peau verte, pour partir à la recherche d'un remède et sauver le royaume. C'est alors qu'après plusieurs péripéties, de nouvelles rencontres, Atreyu découvre que ce monde est en fait le fruit de l'imagination des hommes. Ceux-ci ayant arrêté de rêver, ne nourrissant plus Fantasia qui se meurt petit à petit. La seule possibilité de sauver Fantasia est qu'un enfant de la Terre offre à l'impératrice un nouveau nom, offrant la possibilité aux hommes de rêver à nouveau et sauver le royaume. C'est alors que Bastien, terrorisé à l'idée qu'il puisse intégrer l'histoire qu'il est en train de lire, finissant par donner le nom de sa mère à l'impératrice alors que Fantasia a totalement été décimée, ne laissant que derrière lui un simple grain de sable. L'impératrice charge Bastien de se servir de son imagination pour reconstruire Fantasia à l'aide de l'Orime, un précieux médaillon capable de réaliser les vœux. Bastien se hâte donc à recréer Fantasia. Grâce à ses vœux, il se lie d'amitié avec Atreyu, mais la folie des grandeurs le rattrape et celui-ci, manipulé par la sorcière Xéide, cherche à renverser l'impératrice, se considérant comme légitime à prendre le pouvoir du royaume qu'il recrée, s'autoproclamant petit empereur de Fantasia. Atreyu ne peut suivre son ami dans cette voie qui décide de lever une armée contre lui. Cependant, chaque chose a un prix et Bastien va vite découvrir qu'en réalité, à chaque fois qu'il fait un vœu, il perd un de ses souvenirs. Finissant par oublier sa vie et être vaincu par Atreyu, le laissant errant seul dans Fantasia, laissant Atreyu prendre sa place pour finir de reconstruire le royaume.
Bastien pouvant enfin rentrer chez lui puis retrouver son père. Je voulais juste aller je devais... En gros, ce que cette histoire cherche à nous raconter, c'est que chacun doit pouvoir garder une âme d'enfant pour avoir une imagination fertile et créer des mondes imaginaires. Cependant, il faut garder ses responsabilités et ne pas tomber dans la facilité de prendre le pouvoir autour des histoires que l'on crée et que l'on raconte. Le principe du pouvoir qui implique de grandes responsabilités, cherchant à faire passer l'imaginaire en premier plan pour vaincre ses traumas. Mais bien sûr, cette jolie histoire ne pouvait rester sur papier et va avoir droit à une première adaptation cinématographique en 1984. Mais ce n'est qu'une histoire! Ce n'est pas vrai! Ce n'est qu'une histoire! La production étant à la fois allemande et américaine, il est décidé de tourner le film en anglais, emmenant l'équipe de tournage entre Munich et Vancouver au Canada. Et même si le principal du film est tourné en Allemagne, l'été 83 va amener quelques difficultés pendant le tournage. Cet été-là étant l'un des plus chauds depuis 25 ans, rendant certains fonds bleus inutilisables et détériorant des éléments du décor comme la tour d'ivoire qui n'arrêtait pas de fondre à cause de la chaleur. Et c'est le jeune Barrett Olivier qui est casté pour incarner le jeune Bastien de l'Histoire sans fin, un jeune acteur qu'on avait déjà aperçu dans le pilote de K2000. Puis c'est le jeune Noah Hathaway qui est choisi pour incarner le guerrier Atreyu. Mais pendant le tournage, le jeune acteur va rencontrer quelques difficultés. D'abord piétiné par un des chevals censés incarner sa monture Artax, puis son pied va se coincer dans un ascenseur servant d'effet spécial pour la scène des marécages de la mélancolie. Il va être donc attiré sous l'eau puis rester inconscient un bon moment avant que l'on vienne à son secours. Et enfin lors du tournage du combat final avec le loup géant Mork, l'un des accessoires servant de griffe manque de lui crever un œil. Et vous l'avez compris, pour la peau verte initiale du personnage, on a très vite laissé tomber étant donné que ça ne donnait pas grand chose à l'écran. Et bonjour la classe! Et pour donner vie au dragon porte-bonheur Falkor, on fabrique un animatronique de 13 mètres de long, que l'on recouvre de fourrure et de près de 6000 écailles. Et en Allemagne, ce film devient historique pour être le plus cher jamais tourné sur le pays. On l'estime à peu près à 60 millions de marks. Et enfin pour la réalisation, c'est le metteur en scène allemand-américain Wolfgang Petersen qui est choisi. Et la production va étrangement décider de centraliser son film uniquement sur la première partie de l'Histoire sans fin, se terminant au moment où Bastien accepte de rebâtir Fantasia à travers ses vœux, clôturant son intrigue sur la simple phrase « Bastien fit beaucoup d'autres vœux et connut beaucoup d'autres aventures extraordinaires avant de rejoindre le monde du quotidien. Mais ça, c'est une autre histoire. » Collé sur le dos de Falkor qui sort carrément de Fantasia pour aller faire peur aux harceleurs de Bastien. Une liberté scénaristique qui rend incohérent ce qu'on évoquera un peu plus tard. Et un des éléments mythiques du film est bien évidemment sa bande originale. La chanson The Neverending Story est composée par Giorgio Moroder et chantée par Lee Mai, ex-membre du groupe Kajagoogoo. La chanson est un classique des années 80 et va connaître un nouvel élan de popularité grâce à l'interprétation de Dustin dans la saison 3 de Stranger Things. Turn around. Look at what you see in her face. The mirror of your dreams. Il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'aujourd'hui le film est culte et a marqué bon nombre d'enfants qui ont grandi dans les années 80 et 90. Cependant à sa sortie, le film a été assez controversé et a plutôt divisé le public. De plus, la popularité du film n'est pas aidée par le fait que l'auteur du livre Michael Ende n'est pas satisfait du résultat final, car il considère que le film n'est pas du tout fidèle à son œuvre d'origine. Le récit étant incomplet, un petit peu comme Stephen King par rapport à l'adaptation de son livre Shining de Kubrick. Petit cochon, allons, ouvrez-moi donc. Et il va demander à ce que son nom soit totalement retiré du projet, ne faisant seulement qu'une mention en générique de fin pour dire que l'œuvre est directement inspirée de son bouquin. Cependant, la deuxième partie du livre se verra adaptée 6 ans plus tard avec l'arrivée d'un deuxième opus, l'Histoire sans fin 2, un nouveau chapitre.
the most exciting fantasy of all in the continuing adventure of the never-ending story 2, The Next Chapter. Cette fois-ci produit par une équipe australienne et américaine. Mais c'est l'histoire sans fin, je l'ai déjà lu ce livre. Ah, mais as-tu déjà lu un livre 2 fois? Mais à la base, le film aurait dû voir le jour bien plus tôt, faisant de l'histoire sans fin un vrai diptyque. Mais les poursuites judiciaires de ND vis-à-vis de la Warner ont forcément mis énormément de temps et retardé le projet. Attendant le verdict, l'auteur réclamant également que le titre du film soit modifié, qualifiant l'œuvre de mélodrame gigantesque de kitsch, de commerce, de peluche et de plastique. Bon, du coup, vous l'avez compris, Michael Ende n'obtiendra pas gain de cause pour le changement du titre. Mais si Ende trouvait que le premier film s'éloignait de son récit, vous verrez que le deuxième opus prend bien plus de liberté, même si elle s'en inspire grandement. Car contrairement au livre, il existe une ellipse entre le premier volet et le deuxième. Bastien a tout simplement vécu sa vie et est aujourd'hui un ado, un peu mal dans sa peau certes, mais vous allez voir. Bastien est un ado qui a du mal à trouver sa place, toujours endeuillé par la perte de sa mère et souffrant d'un cruel manque de confiance en lui, ayant quasiment peur de tout. Il décide alors de se rendre dans la librairie de Monsieur Coriander, espérant trouver des livres qui l'aideraient à surmonter ses peurs. Jusqu'à ce qu'il entende une petite voix l'appeler et qu'il tomba sur l'histoire sans fin, lui réclamant de revenir à Fantasia pour les aider face à une nouvelle menace. Directement en possession de Laurine à son arrivée, on reprend la notion du livre sur le fait que Bastien perd ses souvenirs à mesure qu'il fait des vœux, manipulés par Xiain la sorcière. Obligeant Bastien à faire de très mauvais choix, jusqu'à même aller blesser Atreyu, le laissant presque pour mort. Cependant, le jeune Bastien ayant des remords, va tout de même faire un nouveau vœu, sacrifiant le dernier souvenir de sa mère pour sauver Atreyu. Et l'histoire sans fin 2 cherche à nous pousser dans le dépassement de soi, c'est-à-dire affronter ses peurs plutôt que d'attendre qu'elles disparaissent par un simple vœu. Bastien confronte sa peur du vide, encouragé dans l'autre monde par son père qui suit ses péripéties. Il trouve alors la force de se jeter à l'eau pour rentrer chez lui avant de vaincre Xiain avec son dernier vœu, lui offrant un cœur. Et côté casting, tous les personnages vont changer, excepté l'acteur Thomas Hill qui continue d'interpréter Monsieur Coriander. Même les designs des créatures ont évolué, si ce n'est l'homme de pierre qui reste le même que dans le premier volet. Et c'est le regretté Jonathan Brandis qui va incarner le jeune Bastien aperçu également dans le diptyque Ça de 1990. Un jeune acteur qui va malheureusement connaître un destin funeste, décidant de sauter la vie l'année de ses 27 ans. Et si vous pensiez que l'histoire sans fin était terminée, c'est que vous avez rien compris au titre. Car une histoire totalement inédite du livre original va voir le jour en 1994, offrant les premières armes d'un célèbre acteur que vous connaissez sûrement très bien. Le rôle de Bastien est cette fois-ci offert au jeune garçon James Reacher, bien connu des jeunes cinéphiles pour avoir incarné Jesse, le héros de la trilogie Sauver Willy. Et l'histoire va se concentrer cette fois-ci sur l'adolescence de Bastien et ce rude passage à l'âge adulte. Bastien rencontre des déboires en arrivant dans son nouveau lycée et cherche à se trouver face au remariage de son père et de sa nouvelle demi-sœur. Bastien se réfugie à Fantasia après avoir provoqué les caïds du lycée, mais ramène avec lui par erreur la plupart des habitants de Fantasia. Et entre-temps, le livre tombe malheureusement entre les mains des caïds du lycée et à savoir leur leader, interprété par le jeune Jack Black. Oh cool vieux. Le groupe arrive à pervertir Fantasia en y insufflant leur mauvaise influence, les pouvoirs du livre dépossédant le royaume et ayant directement un impact sur les événements sur Terre. Et soyons clairs, ce film, c'est une catastrophe et un véritable échec commercial. Il est également un échec critique, offrant une sorte d'incohérence sur le final du premier volet, Falkor ayant la faculté de venir sur Terre avec Bastien et de retourner à Fantasia à sa guise. Mais bon, je dois être honnête avec vous, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup ce film, et j'en garde un plutôt bon souvenir, même si mon visionnage aujourd'hui est légèrement différent en termes d'appréciation. Il avait le mérite de tenter quelque chose de nouveau, sans entrer dans la redondance par rapport à ses volets précédents. Et il était assez respectueux de l'œuvre originale, en tout cas à mon sens, faisant revenir d'ailleurs certains personnages du premier volet qu'on n'avait pas revus dans le deuxième. Et en plus de voir Jack Black en mauvais garçon de lycée, je me souviens encore du moment où j'ai réalisé que c'était Jack Black qui faisait le mauvais garçon. C'est impossible!
Mais il ne faudra pas longtemps à l'œuvre pour ne pas être oublié, et cette fois-ci adapté en série d'animation en 1995. Reprenant le car design de l'acteur Barrett Olivier du premier volet pour Bastien, qui se retrouve à Fantasia à chaque fois qu'il ouvre le livre. Oui, car à l'époque, c'était de bon ton d'adapter certains films en dessin animé. Et ce qui est intéressant, c'est que le design du dessin animé reprenait des personnages du premier, du deuxième et du troisième volet. Notamment le mangeur de pierre qui changeait totalement de design dans le troisième opus, mais qui reprendra le même pour ce dessin animé. Verra également le jour une série TV de 13 épisodes, mais restant assez discrète au moment de sa sortie et ne refaisant pas décoller la célèbre licence. Donc quand on y réfléchit, toutes les adaptations de l'Histoire sans fin ont une partie controversée, que ce soit sa première adaptation en 1984 jusqu'à sa série totalement passée inaperçue. Mais alors, pourquoi l'Histoire sans fin est devenue aussi culte et a réussi à s'iconiser à travers le temps? Eh bien tout simplement parce qu'elle a fait rêver les jeunes enfants. Qui n'a pas voulu pouvoir voler à dos de dragon porte-bonheur en s'imaginant que leur livre préféré pouvait prendre vie au fur et à mesure de leur lecture? Le film est devenu un classique du genre, et à mon sens, je pense que l'Histoire sans fin est aujourd'hui prête pour pouvoir avoir une nouvelle adaptation au cinéma. D'ailleurs, un projet de film live-action est bien dans les tuyaux, et j'imagine bien Denis Villeneuve s'approprier cet univers et nous offrir une belle expérience visuelle et scénaristique. Mais ça, ce n'est que mon point de vue, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Il nous est aussi égal que cela nous soit ou ne nous soit pas égal. Car s'il y a bien une œuvre qui a l'obligation de ne jamais s'arrêter et tenir sa promesse, c'est bien évidemment l'Histoire sans fin. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. Look at what you see.